Comment diminuer votre risque de chute? Si vous écoutez la vidéo, c'est que c'est un sujet qui vous interpelle et peu importe la raison, que ce soit en raison d'un problème physique, d'un problème neurologique, de l'avancée en âge et vous souhaitez diminuer votre risque de chute, aujourd'hui, je vous donne 14 conseils. On va vraiment faire le tour de la question pour diminuer votre risque de chute et on commence tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le risque de chute, comment fait-on pour le diminuer? C'est une chose absolument fondamentale que de le diminuer au maximum. Il n'est jamais à zéro, bien sûr, mais il y a des choses qu'on peut faire relativement simples à mettre en place, qui sont efficaces, qui diminuent vraiment le risque de chute et surtout pour éviter une blessure grave qui pourrait survenir dans un contexte de chute. Les conseils que je vous donne aujourd'hui sont tirés de mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Même si vous n'avez pas le livre, il n'y a pas de souci. Les conseils que je vais vous donner sont autoporteurs, pour le dire comme ça. Vous allez très bien vous y retrouver si vous n'avez pas le livre. Et si vous avez le livre, vous pourrez aller voir à la page de mon livre et vous aurez aussi d'autres explications supplémentaires et des liens vers des exercices. Et retenez que les 14 conseils que je vous donne, il y en a quelques-uns que vous connaissez peut-être déjà, mais je voulais vraiment faire le tour de la question parce que parfois, on pense à une chose, on oublie l'autre et je pense que c'est indispensable en fait de faire le tour de la question et voici ces 14 conseils. Le premier conseil, augmenter ou retrouver vos capacités physiques, retrouver votre force et retrouver votre endurance musculaire. Peu importe la condition de santé dans laquelle vous vous trouvez, par exemple, si votre préoccupation est reliée à l'avancée en âge, hypothèse, vous avez 92 ans et vous vous dites, parce que vous avez 92 ans, votre force musculaire est forcément, c'est le cas de le dire, diminuée et il est impossible de reprendre de la force. C'est une mauvaise conception, je crois, du système musculaire. Vos muscles peuvent reprendre de la force à tous âges. Tout ça a été démontré scientifiquement à maintes reprises. Est-ce que vous pouvez atteindre votre force d'avant quand vous aviez 20 ans? Bien sûr que non. Je vous donne l'exemple d'une personne de 90 ans, 92 ans. Mais oui, vous pouvez augmenter votre force musculaire. Je vous donne vraiment beaucoup de vidéos sur ma chaîne pour le faire. Vous allez en trouver facilement, mais vraiment, dites-vous que c'est possible de le faire. Et l'endurance musculaire, c'est la capacité de générer de la force durant une longue période d'activité, par exemple. Et si vous dites que pour vous, c'est impossible d'augmenter votre force musculaire parce que vous avez une maladie dégénérative, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, une certaine forme d'ataxie, dans certains cas, c'est difficile d'augmenter la force musculaire, mais dans beaucoup de cas, il est possible de retrouver en partie ou en totalité, dans certaines circonstances, la force musculaire. Lorsqu'on a une maladie dégénérative, bien souvent, on diminue nos activités physiques pour mille et une raisons et notre corps et nos muscles sont déconditionnés et le déconditionnement parfois est un problème en soi. Alors, on peut parfois régler le déconditionnement et être en présence d'un muscle qui est plus fort malgré une maladie dégénérative, malgré le fait que le muscle sera perturbé par les conséquences de la maladie, mais on veut à tout prix éviter le déconditionnement musculaire et que votre préoccupation de risque de chute soit reliée à l'avancée en âge ou d'autres raisons, une maladie dégénérative, de retrouver en partie ou en totalité votre force musculaire va vous aider non seulement à retrouver votre équilibre et à diminuer le risque de chute, mais c'est essentiel de le faire. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'avoir confiance en vos capacités. Parfois, on a tellement peur de tomber, on sous-estime tellement nos capacités physiques qu'on ne les utilise pas au maximum. Et
il y a un effet pervers à ça, c'est qu'on va diminuer nos activités physiques parce qu'on a peur de tomber, parce qu'on n'a pas confiance en nos capacités. Et là, il y a une spirale négative qui s'installe, qui est contre-productive, qui conduit au déconditionnement. Alors, ayez confiance en vos capacités. Vous pourrez aller faire sur ma chaîne certains exercices d'équilibre et adaptez le niveau de difficulté à vos capacités et prenez conscience de ces capacités. Et parfois, et souvent vous me l'écrivez dans les commentaires, vous arrivez à faire l'exercice alors que vous croyez ne pas pouvoir être capable. Un autre conseil, éliminez dans votre appartement, dans votre maison, les surfaces inégales. Les chutes à l'intérieur de la maison surviennent souvent en raison d'un petit bout de carpette qui soit là, de moquette, et d'avoir donc une quantité parfois impressionnante de surface inégale dans tout l'appartement. C'est un risque de chute. Alors vraiment, inspectez tout ça, que ce soit pour vous d'ailleurs ou pour une autre personne, et d'avoir des planchers, des surfaces qui sont égales, c'est une bonne façon de diminuer le risque de chute. Améliorer l'éclairage, ça aussi, on n'y pense pas, mais d'avoir un éclairage qui est efficace, qui vous permet de bien voir. Les risques de chute sont souvent associés à un problème de vision, notamment la nuit. Vous allez vous lever pour aller à la toilette et évidemment, les lumières ne sont pas toutes allumées, mais si votre équilibre est précaire, si vous êtes à risque de chute, sans nécessairement d'allumer toutes les lumières en pleine nuit, mais au moins d'avoir quelques lumières qui vous permettent de mieux voir et qui vous permettent d'éviter une chute. Les yeux font partie des outils vraiment importants pour diminuer le risque de chute. Un autre conseil, tenez compte de votre indice de masse corporelle. Pour le calculer, il s'agit de faire un calcul mathématique assez simple. Si votre indice de masse corporelle se situe entre 18 et 25, vous avez un indice de masse corporelle dans la limite de la normale. Entre 25 et 30, vous êtes en surpoids et au-delà de 30, vous êtes dans la catégorie obèse et la catégorie obèse se décline aussi en plusieurs catégories. Si vous êtes en bas de 18, votre poids est inférieur à la normale. Et je pense ici à ma mère en fin de vie qui avait un indice de masse corporelle à 15, donc qui était vraiment très maigre. Et lorsqu'on est si maigre, on a aussi perdu de la masse musculaire. Alors on pense souvent à l'obésité lorsqu'on parle d'IMC, mais si vous êtes en bas de 18, probablement, il y a des fortes chances que vos muscles ne soient pas en parfaite santé. Et si on ajoute l'avancée en âge à un indice de masse corporelle bas, on peut penser à la sarcopénie. Je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là bientôt, mais la sarcopénie, c'est la faiblesse des muscles vraiment démesurée associée à l'âge. Alors, si votre indice de masse corporelle est en bas de 18, votre risque de chute est plus grand, ça vaut la peine de reprendre du poids, de consulter peut-être une diététiste, une nutritionniste, un professionnel de l'activité physique pour reprendre aussi de la masse musculaire. Et si votre indice de masse corporelle est au-dessus de 30, donc si vous êtes dans la catégorie obèse, c'est toujours un sujet sensible. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais en général, les gens qui sont dans cette catégorie-là ont moins d'équilibre, ont une force musculaire qui est parfois insuffisante, toute proportion gardée à leur poids, alors tenez compte de l'indice de masse corporelle. Une autre façon de réduire votre risque de chute, c'est de tenir compte de vos pieds, de la forme de vos pieds, des déformations de vos pieds. Souvent, on le sait qu'on a des orteils ou qu'on a un pied en partie déformé. Par exemple, lorsqu'on se chausse, ça devient difficile. Plus ces déformations sont supportées par une chaussure, mais aussi plus ces déformations sont traitées, parfois on peut retrouver de la mobilité. Il faut voir pourquoi il y a une déformation au pied. Alors de tenir compte de ça, d'essayer de minimiser les déformations, ça pourra vous permettre d'avoir un meilleur contact avec le sol. Il y a des études qui démontrent, et en fait c'est assez simple à voir, on va observer un pied qui est très déformé, qui est sur une surface vitrée, et on a une vue plongeante, et on voit le nombre ou la surface qui est en contact avec le sol qui est extrêmement réduite. Parfois, la surface de contact est diminuée presque de moitié parce qu'il y a des déformations. Alors, il y a des points de pression à certains endroits et à d'autres endroits, il n'y a pas de contact avec le sol. Alors, si c'est votre cas et que votre contact entre le pied et le sol est diminué, bien sûr, vous avez moins d'équilibre et le risque de chute est augmenté. Une façon simple de diminuer votre risque de chute, ça peut sembler être une évidence, mais je vous l'ai dit, parmi mes conseils, il y a des choses que vous connaissez probablement déjà, mais c'est d'éviter de porter un talon relativement haut. Plus votre corps est près du sol, plus le pied
est près du sol, plus bas est votre centre de gravité, et plus bas est votre centre de gravité, plus bas est votre plus faible en fait, et votre risque de chute. C'est biomécanique, c'est tout à fait logique de concevoir tout ça, mais parfois, les chaussures qu'on porte à l'intérieur ou à l'extérieur, ça fait partie de nos habitudes de vie. Parfois, on n'a pas envie d'avoir une chaussure qui est sans talon, par exemple. Mais si votre souci, c'est votre risque de chute, assurez-vous de porter une chaussure qui est qui place vos pieds le plus près possible du sol. Assurez-vous d'avoir une chaussure dont la semelle est suffisamment adhérente. Là aussi, c'est un risque de chute vraiment très fréquent de porter, par exemple, des chaussures vraiment très usées, ce qui fait que ça devient glissant et ça devient difficile de ne pas tomber, ou d'avoir des chaussettes ou de porter, peu importe le matériau de ce que vous aurez dans vos pieds. Et si c'est glissant, bien évidemment, ça augmente votre risque de chute. Et le fait d'avoir un risque de chute élevé, vous le voyez, c'est vraiment un grand nombre de paramètres qu'il faut considérer, et l'adhérence de la semelle en est un. Le prochain conseil revient au thème de la déformation des pieds. Il y a des déformations qui sont modifiables. Alors, il y a des façons de mobiliser soi-même ou de consulter un professionnel de la santé apte à le faire, mais on peut aussi porter des orthèses. Les titres professionnels vont changer d'un endroit à l'autre dans la francophonie, mais je vous dirais, allez voir un orthésiste ou un podiatre. Ce sont des spécialistes, des experts du pied qui vont pouvoir vous aider à bien vous chausser et d'avoir une orthèse. On peut aussi être bien chaussé en présence de déformations sans nécessairement avoir une orthèse, mais dans certains cas, c'est indispensable d'avoir l'orthèse. Et ce que ça fait, grosso modo, c'est que ça vous permet d'augmenter la surface de contact entre votre pied et le sol, ou votre pied et la chaussure, et ça vous permettra d'avoir un meilleur équilibre et de corriger beaucoup plus facilement. Les orthèses vous permettent aussi d'utiliser le maximum de muscles, parce qu'il y a beaucoup de muscles, notamment au niveau de l'arche plantaire et de la cheville, et si vos orteils et vos pieds ne touchent à rien lorsque vous êtes chaussé en raison des déformations, bien, vos muscles ne travailleront pas aussi efficacement et vous aideront moins, en fait, à prévenir une chute. Un autre conseil, consultez un expert de l'œil, un professionnel de la santé, par exemple un optométriste, un ophtalmologiste, pour évaluer votre vision. Parfois, elle n'a pas été évaluée depuis longtemps et peut-être que votre risque de chute est élevé principalement en raison d'un problème visuel qui n'a pas été évalué et qui n'a pas été corrigé, par exemple, par des verres. Si votre risque de chute est élevé, voyez avec un professionnel de la réadaptation, avec votre médecin, l'utilité de porter des verres à double foyer. C'est une des causes de chute. Là, je suis pas en train de vous dire de ne pas porter ce type de verre-là, mais vraiment vérifier avec votre optométriste aussi, bien sûr, mais vraiment consulter pour voir si c'est vraiment une bonne idée. Si vous êtes à risque de chute, le fait d'avoir une confusion visuelle par vos verres, ça peut être un élément déterminant. Donc, réfléchissez à cet aspect-là de l'importance de la vision dans l'équilibre et dans la prévention du risque de chute. Un autre conseil, demandez à votre médecin et à votre pharmacien de réévaluer les médicaments que vous prenez, et je vous dirais que dans l'ensemble des conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est parmi un des conseils les plus importants. Il y a des interactions entre les médicaments et parfois, cette interaction-là est vraiment la cause de chute et la raison d'avoir un risque de chute très élevé, et on sous-estime vraiment cet aspect-là. Il y a des médicaments, par exemple, que vous pourriez prendre pour mieux dormir et des médicaments que vous pourriez prendre pour soulager la douleur très forte, et la combinaison de ces médicaments-là peut vraiment créer, par exemple, de la somnolence lorsque vous vous levez la nuit, ou de la confusion même, et faire en sorte que vous tombiez. Alors ça, c'est absolument indispensable de revoir vos médicaments que vous prenez avec votre médecin et aussi probablement avec votre pharmacien. Si tous les conseils que je vous ai donnés ont déjà été adressés et votre risque de chute demeure élevé, envisagez peut-être la pose ou l'installation de barres latérales sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour avoir vraiment un point d'appui, pour être beaucoup plus solide. Dans bien des cas, on n'a pas envie d'installer ça chez soi. On se sent peut-être diminué, on constate une certaine perte d'autonomie.
Je pense que c'est préférable d'avoir les barres et de ne pas tomber que l'inverse. Et là, vous serez probablement, ça sera beaucoup moins facile, en tout cas, de continuer à fonctionner si vous tombez et vous vous blessez sérieusement. Et pour installer ces barres, pas pour les installer, mais pour planifier l'installation des barres, consultez un ergothérapeute. Peu importe où vous êtes dans la francophonie, il y a des ergothérapeutes, il y a des associations au Québec, il y a un ordre professionnel de l'ergothérapie et ces professionnels de la réadaptation pourront vous aider pour choisir les bons équipements et les placer aux bons endroits et de la bonne façon. Un autre conseil, utilisez une aide à la marche. Vous pouvez utiliser une canne, vous pouvez utiliser une marchette, un déambulateur. Il y a plusieurs types d'aides à la marche. Dans certains contextes, c'est un outil vraiment très, très précieux. Et pour parler un peu plus longuement des déambulateurs et des marchettes, parfois, on va conseiller ces appareils-là à vie. Alors, on se dit à la personne, voilà, votre risque de chute est élevé, on vous donne une marchette, c'est réglé. Erreur. Regardez le nombre de conseils que je vous ai donnés avant d'arriver à celui-là. Tous les conseils, tous les aspects du risque de chute doivent être évalués avant d'arriver à ce conseil, à cette recommandation-là d'utiliser, par exemple, un déambulateur. Autre chose, il est absolument inconcevable qu'on donne un déambulateur à quelqu'un et qu'on ne réévalue jamais ni son utilisation, ni son utilité, ni ses caractéristiques. Est-ce qu'il est trop haut? Est-ce que c'est encore le bon modèle? Est-ce qu'on doit envisager autre chose? Dans un contexte de perte cognitive, quelqu'un qui perd des capacités cognitives, dans certains contextes, il y a des déambulateurs qui deviennent dangereux, qui augmentent le risque de chute. On n'oublie pas non plus qu'un déambulateur, et je vous parle surtout des déambulateurs plutôt que les cannes. Les cannes, c'est évidemment très différent, mais pour ce qui est du déambulateur, l'objet lui-même peut devenir un risque, augmenter votre risque de chute en soi. Moi, je n'ai pas de problème d'équilibre, mon risque de chute est vraiment très, très, très bas. Et si vous me demandez de marcher avec un déambulateur, vous augmentez mon risque de chute parce que on ne marche pas normalement avec un déambulateur, parce que le déambulateur demeure devant nous toujours, donc on peut s'accrocher, ça peut être vraiment une source de chute, l'objet en lui-même. Alors, il faut vraiment bien évaluer et réévaluer régulièrement l'utilisation d'un déambulateur. Et je vous donne un dernier conseil, un 15e conseil en prime, qui aurait dû être le premier, mais je vous en ai souvent parlé. Pour diminuer votre risque de chute, moi, je vous recommande d'augmenter votre équilibre. Et là, peu importe la raison que vous ayez une diminution d'équilibre associée à l'avancée en âge, que la diminution d'équilibre soit reliée à une maladie dégénérative, ça vaut vraiment la peine de faire des exercices d'équilibre et de consulter un professionnel de la réadaptation pour avoir des exercices vraiment adaptés à votre condition. Plusieurs d'entre vous n'avez pas accès à ces professionnels de la réadaptation. C'est pour ça que je vous présente plusieurs vidéos, mais vraiment, si j'ai pu vous convaincre dans cette vidéo que l'équilibre peut être augmenté, il faut adapter les exercices à vos propres capacités, progresser graduellement, les faire dans un environnement sécuritaire, bien sûr, mais vraiment, c'est essentiel de tout faire pour augmenter au maximum et retrouver une partie ou la totalité de votre équilibre. J'espère que la vidéo était claire, j'espère que les conseils étaient précis. Si c'est le cas, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne de plus en plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver facilement un peu partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.